temps, il pleut un peu. Bonjour, nous c'est Isabelle et Thierry. On part en cellule visiter l'Europe. On vous emmène ? Alors abonnez-vous et suivez-nous. Alors nous vous avons laissé dans la dernière vidéo à Sibiu en Roumanie et depuis nous avons poursuivi notre route vers l'ouest pour passer la frontière hongroise. Attention, point important, pour circuler sur les autoroutes et les voies rapides en Hongrie, il faut une e-vignette. Cette e-vignette coûte un peu plus de 16 € pour 10 jours. Alors après avoir passé la frontière, nous nous arrêtons pour la nuit dans un petit camping de la ville de Mako, environ une dizaine de kilomètres. On a passé la frontière, il était à peu près 19 h. On ne voulait pas aller trop loin. Camping charmant au bord de l'eau, rien à dire. Bon, la soirée fut paisible, accompagné seulement par des moustiques omniprésents dans cette zone de marécage, près de la rivière. On en a profité pour faire la cérémonie des drapeaux, bien sûr. De nouveaux drapeaux. Nous sommes depuis hier en Hongrie, sur un camping, taille de marécage. Qu'est-ce qu'il y a ? Moustiques. Je n'aime pas les moustiques. Allez, la Hongrie. Je vais essayer d'être aussi droit que Monsieur Imbert. Voilà, un plus dans la collection. Le lendemain, départ pour la ville de Szeged. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, vous verrez comment ça s'écrit. Ville frontalière avec la Serbie et à la confluence entre les rivières Maros et Tisa. C'est une jolie ville, ancienne ville royale d'Ussel, à l'architecture datant de la fin du 19e siècle, période à laquelle la quasi-totalité des 6000 demeures furent détruites par des inondations catastrophiques. Face à cette catastrophe, la dernière de mars 1879, la plupart des nations européennes mirent la main en porte-monnaie pour la rebâtir. Et c'est ainsi que fut dressé le premier plan d'urbanisme global du pays, avec des rues en étoiles venant couper les boulevards concentriques de type haussmannien, dont certains portent encore le nom des pays donateurs. C'est ainsi que se côtoient pratiquement tous les styles architecturaux, essentiellement Art Nouveau, très en vogue en cette fin du 19e. Il est d'ailleurs très agréable de s'y balader. On vous y emmène. Nous avons ensuite repris la route en direction de Pécs. On a roulé sur une route musicale. Pécs, c'est la 5e ville de Hongrie. Elle est située à une trentaine de kilomètres de la frontière croate. Son histoire remonte aux Romains qui y avaient établi une ville et déjà planté des vignes. On trouve aussi à Pécs la plus grande chambre funéraire paléochrétienne trouvée en dehors de l'Italie et aujourd'hui site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était fermé le jour où nous y sommes passés. À peine christianisée, elle tombe aux mains des Slaves avant que Charlemagne ne la rattache au Saint-Empire romain germanique et qu'elle ne prenne le nom de 5 églises.
C'est au XIe siècle que, devenue hongroise, la ville se voit construire sa première cathédrale. Puis, en 1367, la première université de Hongrie y est créée. C'est d'ailleurs une des plus anciennes d'Europe. Après un siècle et demi d'occupation turque, entre 1543 et 1686, pendant lesquels la ville devient un centre commerçant très prospère et où de nombreuses mosquées sont construites, ce sont les Habsbourg qui feront reconstruire cette ville, partiellement détruite après la Reconquête, et en feront un centre culturel et universitaire encore bien actif de nos jours. Et suite à cette reconquête, la mosquée fut transformée en cathédrale, comme cela se faisait beaucoup à l'époque. Tout ceci fait de Pécs une ville assez unique, et qui bénéficie d'un microclimat particulièrement chaud, surtout en été, ça on le confirme. En continuant notre route vers l'Autriche, il n'était pas concevable de faire l'impasse sur le lac Balaton. La Hongrie, ayant perdu son débouché sur l'Adriatique avec le traité de Trianon en 1920, les Hongrois considèrent désormais le lac Balaton comme leur mer intérieure, et aussi leur Riviera. Ce qualificatif est pleinement justifié par les dimensions de cette immense étendue d'eau qui s'étire sur une longueur de 78 km et une largeur maximale de 19 km. Ce lac n'est autre que le plus grand lac d'Europe. Il a aussi pour particularité d'avoir une profondeur moyenne de 3,25 m qui permet à l'eau de se réchauffer rapidement en été, une eau facilement à 26-28 degrés, tandis qu'en hiver, une couche de glace peut la recouvrir. Lieu de villégiature privilégié des Hongrois, il attire de nombreux vacanciers étrangers, notamment allemands, et c'est devenu la principale destination touristique après Budapest. Le lac Balaton est peut-être même trop bien aménagé par endroits. Le tout dans l'écrin verdoyant des collines de Bacconi et des vignobles. Bon, par contre, comme nous, arriver en fin de journée, en plein mois de juillet, c'est pas le meilleur plan pour trouver un spot. Tous les abords du lac sont quasiment privatisés ou interdits d'accès. Nous avons cependant fini par trouver un point de chute dans le jardin d'un petit restaurant à 100 mètres du lac. Le gars y accueille des cyclos pour la nuit et ce soir-là, il y avait de la place. Et donc on a trouvé tout le confort, les douches, les toilettes, et on a profité de ce spot pour aller découvrir le lac. Et idem le lendemain, avant de repartir, on a pu faire un tour dans une partie du lac encore un peu sauvage et peu aménagée. Chemin faisant, nous avons fait un petit détour par la ville de Kecsteli, à l'extrémité sud-ouest du lac. C'est une des principales villes du lac, si ce n'est la principale. Elle abrite quelques villas des 18 et 19e siècles et des quartiers boisés au bord de l'eau. Au-delà, nous sommes remontés cap au nord-ouest pour rejoindre la frontière autrichienne que nous avons atteint en milieu de journée. C'est un peu moche. Ah ouais, c'est ça qu'il faut aller acheter là. Et oui, la vignette obligatoire sur les autoroutes et les voies express, elle coûte 9,60 € pour 10 jours ou 28 € pour 2 mois, en version papier ou en version électronique. Donc au premier village après la frontière, on achète cette fameuse vignette dans une station-service et on contourne la ville de Graz en prenant l'autoroute avant de nous enfoncer dans les montagnes en direction de Judenburg pour faire quelques courses et surtout retirer des euros. Ça fait un moment qu'on ne les avait pas utilisés.
Bon, le temps est menaçant, comme tous les soirs depuis quelques jours, et nous trouvons un petit camping à la ferme, à quelques kilomètres de là. Comme il n'est pas trop tard, on se prépare pour prendre l'apéro dehors, quand tout à coup le ciel s'assombrit et le déluge commence. Bon, ce n'est qu'à la nuit tombée que la pluie cesse enfin. Tant pis pour l'apéro dehors, on l'a pris dans la cellule. Alors, nouveau pays, nouvel autocollant, nouveau drapeau. Cette fois-ci, c'est l'Autriche. On a passé la frontière hier après-midi. On s'est posé dans un superbe endroit au creux des montagnes. Et maintenant, j'essaie de le mettre droit celui-là. Pas évident, mais pas mal là. Et voilà l'Autriche. Hop. Maintenant, on va aller voir Mozart à Salzbourg. Le lendemain, après une jolie route de montagne, on arrive à Salzbourg. Alors Salzbourg, on y était venu en 2005, février 2005 exactement. Mais bon, soit la ville a beaucoup changé, soit notre mémoire nous joue des tours, mais on n'a quasiment rien reconnu. Salzbourg, ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien, c'est la ville de Mozart. Il y a foule devant la maison où il est né et celle où il a vécu. Mais Salzbourg, c'est pas comme Mozart. Il y a pas mal d'endroits méconnus et il fait bon à y flâner, même si, effectivement, comme nous étions en juillet, il y a quand même pas mal de monde. Parmi les endroits méconnus de la ville, on a eu l'occasion de découvrir le cimetière Saint-Sébastien. C'est un vieux cimetière bâti entre 1595 et 1600 et qui était à destination des notables de la ville. C'est ainsi qu'on y trouve la tombe de la veuve de Mozart et de Paracels, mais aussi pour les pestiférés qui étaient accueillis dans le dispensaire voisin. Ce cimetière a fermé ses portes en 1888. C'est un carré de 90 mètres de côté, entouré de 87 arcades sur le modèle des cimetières italiens. Alors l'architecte était un Italien, c'est sûrement pour ça. Malheureusement, nous n'aurons pas eu le temps de visiter en détail cette belle ville, ça sera donc pour une autre fois. Donc nous sommes donc repartis en direction du Tyrol et les subtilités géographiques étant ce qu'elles sont, nous avons traversé pendant quelques minutes un petit bout d'Allemagne pour re-rentrer en Autriche en direction d'Innsbruck. Alors, on envisageait de faire un bivouac en montagne, mais là, comme on voit sur les images, c'était bien dégagé, mais en fin d'après-midi, la météo nous a joué un mauvais tour avec de forts orages pendant que nous visitions le village de Saint-Johann de Tyrol. Vous voyez, tout commençait bien et puis... On est en terrasse, on voit rien. Comme vous pouvez l'entendre, il pleut un peu. Vous voyez derrière, on attend que ça passe. Voilà. La voiture, elle est à 200 mètres, on va attendre un peu. Donc là, pour le bivouac, c'était mort, plafond bas, forte pluie. Donc on s'est dit on va se réfugier dans un camping, mais après plusieurs tentatives infructueuses, on a trouvé un dans le village de Sol.
Une station de vacances très jolie, avec des fermes vraiment très typiques de l'architecture du Tyrol, souvent réaménagées en hôtel ou en maison d'hôte. Le lendemain, on quitte assez tôt le camping et on arrive à Innsbruck en début de matinée. Donc comme à Salzbourg, cette ville, on l'avait visitée en 2005 et finalement, on se rappelait pas de grand-chose et là encore, rien n'avait changé en fait. C'est notre mémoire, je pense. Alors la vieille ville d'Innsbruck a conservé toute sa physionomie du Moyen Âge et il est vraiment très agréable de se balader au hasard des rues, de lever la tête et de découvrir des choses assez ravissantes. On y découvre en particulier le Petit Toit d'Or, c'est l'attraction touristique la plus connue de la ville. Avec ses 2657 bardeaux de cuivre dorés, pas en or, et sa riche décoration des fresques de relief, il a été construit par l'empereur Maximilien Ier entre 1497 et 1500. Autre point fort de la ville, la rue Marie-Thérèse, un endroit idéal pour flâner sous les arcades. À part les musiciens de rue, on peut s'installer tranquillement à la terrasse des cafés sous les arcades tout en admirant les façades baroques et le panorama urbain. Alors autre point aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville d'Innsbruck est réputée pour son écrin de montagne. Bon, malheureusement, nous, avec le temps qu'il a fait, on n'avait pas tout à fait cette vue. Après cette petite visite, il était temps pour nous de reprendre la route en direction de l'Allemagne, bon, non pas en calèche, on a repris la cellule, et on est remonté par la Fernpass, un col assez spectaculaire, très joli, à 1300 mètres d'altitude, qui nous a permis de rejoindre la ville de Füssen, en Bavière. Alors Füssen est très célèbre en Bavière pour ses deux châteaux, les fameux châteaux de Louis II de Bavière. Nous les avions visités en détail en 2022, on était hors saison, c'était beaucoup plus tranquille que maintenant. Donc on a fait l'impasse cette fois-ci sur ces zones qui étaient, il faut dire, au mois de juillet, un peu noires de monde. Tu vas passer le pont. Bon, on a quand même réussi à rentrer en passant par la forêt noire et l'Alsace. Et on vous avait déjà montré les images dans une vidéo précédente. On va vous mettre le lien au-dessus. Et on a traversé la moitié de la France, la moitié nord-est, par le Morvan pour arriver à la maison et regarder réellement ce qui se passait en dessous. Bon, et ben voilà, on a trouvé la cause du clong et des problèmes de transmission qu'on a eu sur la fin du voyage. On a quand même réussi à traverser une partie de l'Allemagne avec ça et toute la France depuis l'Alsace. On peut s'estimer heureux que ça ne soit pas cassé, parce que si vous voyez la gueule du truc, les croissants de cardan sont, comme qui dirait l'autre, morts. Donc voilà, comme quoi c'est quand même un peu solide, mais bon, là maintenant il est temps de les changer. Voilà, c'est sur ces images un peu plus guirettes que ces croisillons de cardan que se termine cette série de vidéos, de 5 vidéos sur notre voyage de 3 semaines et nos 6000 km dans les Carpates. J'espère que ça vous a plu, vous avez été nombreux à regarder. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, mettez un pouce, activez la cloche, faites tout ce qu'il faut, laissez-nous des commentaires, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!